Il était mon meilleur pote depuis plus de 10 ans. On avait tout traversé ensemble, les études, les débuts de carrière, les galères. Je l'avais même choisi comme témoin à mon mariage. Mais je n'ai rien vu venir. Il m'a piégé au boulot, a menti à la RH pour me faire virer, et la même semaine, il a emménagé chez moi. Ma femme l'a laissé faire. Parce qu'elle couchait déjà avec lui. Et quand j'ai tenté de les confronter, ils ont retourné la situation contre moi. Comme si j'étais le fou de l'histoire. Et ce n'était que le début. Tout a commencé un jeudi. Je m'en souviens très bien parce que ce jour-là, je venais de décrocher un gros client pour notre cabinet. Tout le monde fêtait ça. Tout le monde sauf Adam. Il était assis dans un coin de la salle de pause, le regard noir, un verre à la main, comme si je venais de lui voler quelque chose. Adam et moi, on avait commencé en même temps dans cette boîte de conseil à Paris, 3 ans plus tôt. Tous les deux ambitieux, bosseurs, célibataires. Et puis j'ai rencontré Rachel. En moins d'1 an, on s'est mariés. Adam était là à chaque étape. Il m'a même aidé à choisir l'endroit parfait pour la demande. Avec du recul, je pense que c'est ce jour-là qu'il a décidé de me voler ma vie. Le premier signal d'alarme est arrivé 2 mois avant mon licenciement. J'avais envoyé un tableau Excel à un client, et il s'était retrouvé dans la mauvaise boîte mail. C'était des infos confidentielles, prévisions de marché, chiffres internes, le genre d'erreur qui peut flinguer une carrière. J'étais sûr d'avoir vérifié l'adresse. Mon manager, lui, n'a rien voulu entendre. Je me suis tué au boulot pendant des semaines pour limiter la casse. Et Adam? Il me couvrait en réunion, disait aux autres que j'étais juste stressé. Je crois qu'il prenait plaisir à me regarder couler. Puis un jour, la RH m'a convoqué. Quelqu'un avait signalé un comportement inapproprié. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague. Jusqu'à ce qu'on me montre des captures d'écran, des messages que je n'avais jamais envoyés. Des conversations Slack qui me faisaient passer pour quelqu'un d'instable, agressif. Mon compte avait été cloné. Je suis sorti de l'entretien sonné. Plus de boulot. Aucune explication. Même pas une lettre de recommandation. Quand je suis rentré chez moi, Rachel n'était pas là. Sa voiture avait disparu. Et la moitié de son dressing aussi. J'ai essayé de l'appeler. Rien. 1 heure plus tard, je reçois un texto, j'ai besoin de prendre du recul. Ne me cherche pas. 3 jours après, je l'ai retrouvé. Quelqu'un du boulot m'a envoyé une story Insta, Adam dans un resort balnéaire, quelque part dans le sud. Il avait tagué Rachel. Même pas discret. J'ai roulé toute la nuit. La réception a refusé de me laisser monter dans leur chambre. Alors j'ai attendu dans le hall, jusqu'à les voir descendre pour le petit-déj. Adam en tongue, Rachel dans mon ancien sweat. Quand elle m'a vu, elle n'a même pas sursauté. Elle a juste dit, tu n'as rien à faire ici. Adam, lui, a esquissé un sourire. Je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé ensuite. Juste les vigiles qui m'attrapaient par les bras. L'après-midi même, ils ont déposé une main courante. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas un dérapage. C'était une stratégie. Un plan qu'ils préparaient depuis longtemps. Et j'allais découvrir jusqu'où ils étaient prêts à aller. La semaine qui a suivi la main courante a été la plus solitaire de toute ma vie. Pendant les premières 24 heures, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer, collègues, potes d'enfance, mes parents. Mais j'ai ignoré tous les appels. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que mon meilleur ami depuis 12 ans et ma femme depuis 3 ans étaient non seulement partis ensemble, mais qu'ils avaient aussi détruit ma réputation au passage? Je n'avais plus rien. Plus de boulot. Plus de mariage. Et personne pour croire ma version. Je repensais sans cesse à cet entretien avec la RH. À ces messages soi-disant écrits par moi. L'un parlait d'un fantasme avec une stagiaire. Un autre disait que je comptais saboter un dossier client si je n'étais pas promu. Tout était faux, mais le style, c'était bien le mien. Le ton, les expressions, la façon d'écrire. La personne qui avait fait ça me connaissait parfaitement. Adam. Ça ne pouvait être que lui. Je me suis rappelé une soirée, peut-être 2 mois avant que tout s'écroule. On bossait tard sur le dossier Baxter. J'avais quitté mon bureau pour passer un appel et j'avais laissé mon ordi allumé, sans verrouiller l'écran. Il avait plaisanté en disant qu'il allait changer mon fond d'écran pour une photo gênante. J'avais ri.
Mais maintenant, je comprenais. Il avait sûrement copié mon disque dur. Je ne voulais pas l'admettre à l'époque, mais les signes étaient là, sous mes yeux. Rachel était distante depuis des mois. Elle dormait dans la chambre d'amis, sous prétexte que je ronflais trop. Elle s'était remise au sport, achetait des fringues qu'elle ne mettait jamais avec moi. J'ai mis ça sur le compte du stress. Je me disais que tous les couples traversaient des phases. Mais en vrai, elle avait déjà décroché. Le pire dans tout ça, ce n'était même pas la trahison. C'était cette image qu'ils avaient fabriquée de moi, celle d'un mec instable, potentiellement dangereux. J'avais jamais crié sur Rachel. Jamais levé la main sur elle. Et pourtant, dans sa déposition au tribunal, elle écrivait que j'étais devenu imprévisible après avoir perdu mon job. Elle disait même que j'étais venu chez ses parents à 2 heures du matin. Faux. Archi faux. Je ne lui avais même pas reparlé depuis l'hôtel. Il me fallait des preuves. N'importe quoi. Un détail qui pouvait tout faire basculer. C'est là que je me suis souvenu du disque dur de sauvegarde, dans mon bureau à la maison. Avant, je faisais des synchros toutes les semaines, mais, messages Slack, journaux d'activité. Si j'avais raison, les originaux devaient y être. Et peut-être même une trace de ce qu'Adam avait trafiqué. J'ai retourné l'appart de fond en comble. Rachel avait pris presque toutes ses affaires. Mais elle avait laissé notre album de mariage. Jeté face contre terre, dans le couloir. Comme un déchet. Je l'ai ignoré. J'ai trouvé le disque dur dans une vieille boîte à chaussures, entre 2 déclarations d'impôts. Quand je l'ai branché à mon ordi, j'ai senti un frisson d'espoir. Les noms de fichiers familiers sont apparus. Log Slack, capture d'écran sauvegardée, enregistrement de réunion Zoom. J'ai passé la nuit entière à fouiller. Et à 3h42 du matin, j'ai trouvé une session Slack, enregistrée par mon extension navigateur, le même jour où les faux messages avaient été envoyés. Sur la vidéo, mon écran restait figé. Aucun message tapé. Le vrai moi n'avait rien écrit. Pourtant, les captures montrées par la RH affichaient exactement cette tranche horaire. Preuve en béton. Et puis je me suis souvenu d'un autre détail. Un soir, Adam avait raconté en rigolant qu'il connaissait un type capable de forger des mets et d'imiter le protocole Slack. On avait ri ensemble. À l'époque, je n'y avais vu qu'une blague de pote. Mais maintenant, c'était glaçant. J'ai copié toutes les preuves sur un autre disque. Il me fallait un avocat. Mais les avocats, ça coûte cher. Et j'étais fauché. À moins que, je rende l'affaire publique. Pas sur les réseaux. Ça me ferait passer pour un déséquilibré. Mais j'avais un atout. Un truc qu'Adam ignorait. Son nouveau job? La promotion qu'il venait d'accepter? C'était dans une boîte où j'avais encore un vieil ami. Un ami fidèle. Qui savait exactement quel genre d'homme j'étais autrefois, et quel genre de type Adam était devenu. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Trevor. Un ancien collègue de nos débuts en stage à l'époque où on n'était personne, à courir pour aller chercher des cafés et à rester après les heures pour impressionner les chefs de projet. Trevor avait grimpé les échelons à une vitesse folle. Aujourd'hui, il occupait un poste senior chez Crossley et Ménard, le cabinet de conseil que venait justement d'intégrer Adam. On s'est donné rendez-vous dans un petit café tranquille à l'est de Paris. J'avais pas dormi, pas mangé, pas pris de douche. Je portais encore les mêmes fringues que 2 jours plus tôt. Trevor l'a remarqué tout de suite. « Mec, t'as une sale tête », a-t-il lâché, mi-choqué, mi-amusé. Parce que je vis en enfer, j'ai répondu en lui tendant une clé USB. Tout est là. J'ai besoin que tu regardes ça. Il a haussé un sourcil, mais n'a posé aucune question. Il a juste glissé la clé dans la poche intérieure de son manteau et m'a fait un signe de tête. Je te dis ce que je trouve. L'attente m'a presque détruit. Cette nuit-là, j'ai rien mangé, rien fait. Juste fixé mon ordi, relu la déclaration de Rachel pour le tribunal. Les mensonges. Chaque phrase me dépeignait comme un fou paranoïaque, un type à la dérive. Il fallait que je prouve le contraire. Pas seulement pour moi. Parce que je savais qu'Adam ne s'arrêterait pas là. Il ne s'était pas donné tout ce mal juste pour me piquer mon job et ma femme. Il voulait m'effacer. Trevor m'a rappelé 2 jours plus tard. Je n'oublierai jamais ses premiers mots, c'est encore pire que ce que je pensais. Il avait tout analysé avec un expert IT de son cabinet.
Les logs Slack que j'avais sauvegardés ne correspondaient pas à ceux que Crossley et Ménard avaient dans leur dossier de recrutement d'Adam. Le rapport d'incident qu'il avait fourni contre moi comportait des incohérences dans les métadonnées. Quelqu'un avait trafiqué les horodatages, réutilisé d'anciens modèles Slack, copié des bouts entiers de mes anciennes propositions clients. Il a monté un faux dossier de toutes pièces, m'a dit Trevor. Sans ta sauvegarde brute, personne n'y aurait vu que du feu. Là, on tenait quelque chose. Mais qu'est-ce que je pouvais en faire concrètement? J'avais pas de quoi payer un avocat. Rachel avait vidé notre compte commun juste avant de déposer sa plainte. J'étais hébergé chez un pote, dormant sur un vieux matelas pliant entre deux cartons dans le couloir. Et là encore, Trevor a assuré. Je prends tes frais d'avocat en charge, m'a-t-il dit. Mais à une condition, tu me laisses porter ça plus haut. Il voulait transmettre tout ça à l'équipe juridique de son cabinet. Pas juste pour exposer Adam, mais pour ouvrir une enquête interne. Parce que si Adam avait pu forger des documents pour détruire un ex-collègue, il pouvait recommencer. C'était un vrai risque pour l'entreprise. J'ai accepté. En 48 heures, l'équipe juridique de Crossley avait tous les éléments. Et non seulement ils m'ont cru, mais ils ont agi immédiatement. Ils ont gelé les accès d'Adam aux serveurs internes, suspendu ses comptes, et lancé un audit numérique complet de ses documents d'entrée. À la fin de la semaine, Adam a été convoqué en réunion à huis clos avec les associés. Il est ressorti viré. 1 heure après. Mais je n'étais pas satisfait. Pas encore. Parce que Rachel avait toujours sa plainte contre moi. Elle vivait encore dans notre appart. Elle racontait toujours à qui voulait l'entendre que j'avais pété un plomb après mon licenciement. Ses amis m'avaient bloqué. Notre groupe d'amis en commun m'avait viré des discussions. Mon nom était toujours sali. Alors j'ai joué une dernière carte. J'ai déposé une plainte en diffamation, en m'appuyant sur les métadonnées Slack, les analyses d'experts en fraude numérique, et l'attestation signée de Trevor. Je ne faisais pas ça pour l'argent. Je voulais la vérité. Si je prouvais qu'Adam et Rachel avaient agi ensemble, toute sa déclaration au tribunal s'effondrait. Mais un truc inattendu est arrivé. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocate de Rachel. Pas pour nier. Pas pour menacer. Elle proposait un accord. Il voulait retirer la plainte. Discrètement. Sans audience. Sans scandale. Juste un papier signé où chacun s'engageait à ne pas poursuivre l'autre. C'était un aveu. Même s'il restait secret. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Et pendant que j'hésitais, un message est arrivé sur mon ancienne adresse mail, celle que je n'avais pas ouverte depuis des semaines. C'était Rachel. Une seule phrase. Je ne savais pas qu'il irait aussi loin. Je suis resté longtemps à fixer le message de Rachel. Je ne savais pas qu'il irait aussi loin. 8 mots. C'est tout ce qu'elle avait à me dire après avoir contribué à ruiner ma vie. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste une tentative maladroite de se dissocier du désastre. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement le contenu, c'est l'heure de l'envoi. 2h11 du matin. J'ai attendu le lendemain matin pour répondre. Une phrase, même ton, et tu pensais qu'il allait faire quoi, exactement? Elle a répondu dans la minute. Cette fois, un pavé. Rachel a avoué qu'ils avaient commencé à se voir 6 mois avant mon licenciement. Tout avait débuté avec des verres après le boulot, des confidences sur mon soi-disant côté obsédé par le travail, émotionnellement absent, les clichés habituels. Elle disait que ça paraissait innocent au début, juste 2 collègues qui se confient. Mais elle savait très bien que ce n'était pas si innocent. Et pourtant, elle a laissé faire. Elle affirmait qu'Adam était celui qui voulait me faire disparaître. Qu'il lui avait dit que je la ralentissais, que je ne quitterais jamais l'entreprise de moi-même, et qu'il pouvait fabriquer une sortie, une mise à l'écart propre, sans poursuite, sans scandale. Juste assez de boue pour que je sois viré sans faire d'histoire. Elle jurait ne pas être au courant des faux messages Slack, ni des mails trafiqués. Adam lui aurait assuré que la RH me surveillait depuis des mois et que j'étais déjà sur la sellette. Elle l'avait cru. Ou peut-être qu'elle voulait le croire. Je n'ai pas répondu. J'ai transmis les messages à l'équipe de Trevor. Ils m'ont conseillé de ne plus rien dire. De laisser les avocats gérer. Mais moi, je n'avais pas encore terminé. Il restait une chose à faire. J'ai pris rendez-vous avec le père de Rachel. Ça peut sembler étrange,
mais c'était le seul de sa famille qui m'avait toujours traité avec respect. Ancien militaire, le genre d'homme droit, direct, protecteur. On s'entendait bien. On parlait foot, bricolage, jardinage. Je me suis dit que s'il y en avait un qui méritait de savoir ce que sa fille avait fait, c'était lui. On s'est retrouvé dans un vieux bistrot à la sortie de la ville. Il est arrivé en jean et veste de travail, regard fermé. Je lui ai tout raconté. Au début, il ne disait rien. Puis il m'a demandé à voir les preuves. Je lui ai montré les messages de Rachel. Les logs Slack. L'email de l'accord amiable. Son visage n'a pas bougé d'un pouce. Juste un silence froid, lourd, et une prise de conscience glaciale. Sa fille, avec son amant, avait planifié l'assassinat professionnel de son mari. Quand j'ai eu fini, il a posé sa tasse et m'a dit « Je ne te demande pas de lui pardonner. Mais je te promets qu'elle ne fera pas comme si rien ne s'était passé. » Et je l'ai cru. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit ce soir-là, mais j'ai reçu un nouvel appel de l'avocate de Rachel. Le ton avait changé. Cette fois, il proposait un remboursement intégral de mes frais juridiques, un retrait officiel de sa déclaration au tribunal, et l'appartement entièrement à mon nom, sans condition. Il ne me restait qu'à signer un accord de confidentialité. Le lendemain, j'ai revu Trevor. On a tout analysé ensemble. Prends l'accord, m'a-t-il dit. T'as déjà gagné. Mais moi, je ne le sentais pas. Pas encore. Pas tant que je n'avais pas bouclé la boucle. J'ai contacté l'un des associés de mon ancien cabinet, celui qui avait validé mon renvoi, basé sur les preuves trafiquées d'Adam. Je lui ai envoyé un dossier expurgé. Pas de nom. Juste les données, les incohérences, le rapport technique prouvant la manipulation. Sa réponse ? On doit parler. L'associé s'appelait Victor Langston. Un homme sec, précis, d'une 50aine d'années, avec ce genre de présence qui fait taire une salle dès qu'il entre. Il bossait dans le cabinet bien avant que je sorte de l'école. Et à mes débuts, c'était lui qui m'avait donné ma première vraie chance, diriger un dossier client de A à Z. On ne s'était pas parlé depuis le jour de mon licenciement. Sa voix, au téléphone, était neutre, posée. J'ai lu le rapport. Je l'ai comparé à nos archives RH. Il y a un souci. Un souci. C'était une façon bien douce de le dire. Il a confirmé ce que je savais déjà, les messages Slack utilisés pour l'enquête qui avait mené à mon éviction ne correspondaient pas à ceux archivés par la RH. D'une manière ou d'une autre, Adam avait réussi à glisser des copies modifiées dans la boucle. Probablement en accédant aux serveurs internes pendant mon absence. Comment ça a pu passer les contrôles IT, j'ai demandé. Victor a soupiré. Parce qu'Adam a convaincu la RH que c'était toi qui avais tenté d'effacer tes traces. Il a dit que tu avais supprimé des messages, nettoyé ton compte. Le service informatique avait des doutes, mais avec la suspicion déjà sur toi, personne n'a creusé. C'était une erreur. J'ai marqué un silence. Et maintenant ? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, viens demain. Quand je me suis présenté au cabinet, l'hôtesse m'a à peine regardé. Les collègues que je croisais dans les couloirs, ceux avec qui je partageais des cafés en salle de pause, détournaient le regard comme si j'étais contagieux. Mais je m'en fichais. J'étais focalisé. Victor m'a fait entrer dans une salle de réunion vitrée. Il était déjà assis avec deux autres personnes, un associé senior que je connaissais, et la responsable juridique. Un dossier épais trônait sur la table. Victor est allé droit au but. On te propose une rétractation officielle de ton licenciement. Des excuses publiques. Et si tu le souhaites, un retour au même poste, avec effet rétroactif et paiement de tout le salaire perdu. C'était au-delà de ce que j'attendais. Mais j'avais tourné la page. Je ne veux pas revenir, j'ai dit. Je veux une déclaration signée, publique, qui lave mon nom. La juriste a hoché la tête. C'est faisable. On va gérer ça avec notre équipe de communication. Je me suis levé pour partir. Victor m'a arrêté. Une dernière chose, a-t-il dit. Adam est grillé. Ce milieu est petit. Les gens parlent. J'ai hoché la tête. Parfait. En sortant de ce bâtiment, j'ai senti quelque chose lâcher. Mais la vraie fermeture, ça n'existe pas. Ce n'est jamais net, jamais propre. Il reste toujours des débris. Le lendemain, Rachel a essayé de m'appeler.
Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal, la voix creuse, à peine audible. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant. Tu ne méritais pas ça. Non. Je ne le méritais pas. Mais c'était trop tard. J'ai déposé les derniers documents pour récupérer officiellement la pleine propriété de l'appartement. J'ai changé les serrures. Fait transférer tous les abonnements et contrats à mon nom. Et en un instant, le dernier vestige de notre vie commune m'appartenait. Sauf que maintenant, cet endroit avait un goût étranger. Comme si c'était l'appart de quelqu'un d'autre. Je n'y suis pas resté longtemps. Je l'ai mis en vente. Le marché était en feu. En quelques jours, j'avais plusieurs offres. Dès que la vente a été conclue, j'ai emballé ce qu'il me restait et j'ai pris la route. Nouvelle vie. Nouvelle région. Pas d'adresse à laisser. Je me suis installé dans un coin reculé du nord. Un endroit calme, entouré de bois. Rien de familier. J'ai pris un poste de consultant pour des startups. Rien de spectaculaire, juste assez pour rester occupé. Ici, les gens ne posent pas de questions. Ils ne connaissent pas mon histoire. Et ça me va très bien. Mais parfois, tard le soir, quand le vent souffle fort entre les pins, je repense à Adam. À Rachel. À cette mécanique insidieuse de la trahison. Comment ça commence toujours petit, une blague, un verre tardif, un moment de faiblesse. Et comment ça peut tout emporter. J'ai failli tout perdre. Failli. 3 mois ont passé. J'avais reconstruit l'essentiel de ma vie, dans le silence. Nouveau boulot, modeste mais stable. Une petite maison en location, perdue dans les forêts du Vermont. Les seules choses qu'on entendait la nuit, c'était le vent et les vieux planchers qui grinçaient. Pas de circulation. Pas de rumeurs. Pas de trahison derrière des visages connus. Je gardais mon cercle restreint, quelques collègues à distance, 2 voisins discrets, et une chienne adoptée à la SPA. Elle se fichait de mon passé. Elle voulait juste des balades et des croquettes. Et ça me suffisait. Puis, un après-midi pluvieux, une enveloppe est arrivée. Sans expéditeur. À l'intérieur, un faire-part de mariage. Adam et Rachel. J'ai failli éclater de rire. Lettre dorée, papier glacé. Une photo d'eux sur une falaise au Mexique, en lin blanc assorti. Rachel souriait comme si rien ne s'était jamais passé. Adam avait ce même rictus suffisant que j'avais vu dans le hall d'hôtel le jour où ils avaient essayé de m'effacer. J'ai jeté l'invitation à la poubelle. Mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Ce n'était pas le fait qu'ils soient ensemble. Ça, j'avais fait la paix avec. Ce qui me hantait, c'était l'idée qu'ils se considéraient encore comme les vainqueurs. Qu'après tous leurs mensonges, tout le mal qu'ils avaient fait, ils se sentaient libres de célébrer en pleine lumière, pendant que moi je devais tout reconstruire dans l'ombre. Je pensais à ceux qui ne m'avaient jamais rappelé. Aux collègues qui m'avaient ghosté. Aux amis communs qui ne voulaient pas se mêler. Tous ces gens restaient silencieux quand ça comptait, et qui seraient probablement là au mariage, une coupe à la main, à faire semblant d'assister à une belle histoire d'amour. Le lendemain, j'ai appelé Trevor. J'ai reçu un truc, je lui ai dit. Je sais pas trop quoi en faire. Il a eu un rire amer quand je lui ai parlé de l'invitation. Tu sais quoi? J'ai peut-être une idée. En 48 heures, il m'avait envoyé un lien à un portail de soumission anonyme pour un blog influent du monde du conseil. Il publiait souvent des témoignages internes, des dénonciations sur la culture toxique des boîtes, les sabotages de carrière, les abus de pouvoir. Pas de nom. Juste les faits. J'ai passé 2 jours à écrire. J'ai raconté toute l'histoire débarrassée des identités, mais précise sur les faits. Comment un homme avait piétiné son meilleur ami pour décrocher une promotion. Comment une femme avait tout vu, et laissé faire. Comment ils avaient manipulé les RH, forgé des preuves, effacé une décennie de loyauté. J'ai inclus les documents techniques. Les métadonnées. Les résumés juridiques de l'audit interne. Et surtout, l'accord envoyé par les avocats de Rachel anonymisé, mais suffisamment détaillé pour prouver ce qu'il s'était passé. Le blog a publié l'article sous le titre « Jetable, comment un consultant a été effacé pour qu'un autre puisse monter ». L'article a explosé. En quelques heures, il circulait partout, sur les Slack internes, les groupes LinkedIn de l'industrie.
Les commentaires anonymes affluaient, des gens partageant des histoires similaires, d'autres essayant de deviner de qui il s'agissait. Je n'ai rien confirmé. Pas besoin. Dès le 3e jour, les vrais noms sont sortis. Un ancien stagiaire a fait le lien. Un associé de Crossley a fuité le rapport RH. Quelqu'un a même posté l'invitation de mariage à côté de capture de l'article. Tout collait. Trop bien. À la fin de la semaine, la réputation d'Adam était radioactive. Les recruteurs l'ont lâché. La boîte de conseil qu'il avait embauchée a publié un communiqué vague sur une violation de l'éthique professionnelle avant d'effacer son profil de leur site. Le nom de Rachel est monté en flèche, lui aussi. Apparemment, elle utilisait son traumatisme conjugal comme argument pour siéger à un panel d'une asso dédiée à la santé mentale au travail. Ce même conseil d'administration a exigé sa démission. Ils avaient construit leur succès sur un mensonge. Et maintenant, tout s'effondrait publiquement, violemment, sans que mon nom n'apparaisse nulle part. Ce soir-là, je me suis installé dans ma cabane, le chien roulait contre mes pieds, et j'ai regardé les flammes danser. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai ressenti quelque chose de rare. Du calme. Pas de vengeance. Pas de fierté. Juste du calme. Parfois, la justice ne passe pas par les tribunaux. Parfois, elle arrive dans une boîte mail, portée par une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Et parfois, pas besoin de brûler leur maison. Il suffit d'attendre que le vent emporte la fumée. Les retombées ne se sont pas arrêtées à l'article de blog. 2 jours après sa publication virale, j'ai reçu un message d'un numéro masqué. Un simple message vocal, court, haletant, « Tu crois que ça te rend meilleur que nous? Tu viens de tout foutre en l'air. J'espère que t'es content. Adam. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Son monde s'effondrait en direct. En moins d'1 semaine, 2 clients prestigieux l'avaient lâché. Un 3e a publié un communiqué annonçant la suspension de toute collaboration en attendant une revue interne des pratiques professionnelles. D'anciens collègues ont commencé à témoigner sur LinkedIn de manière anonyme, mais suffisamment explicite pour ceux qui savaient. Il avait bâti sa carrière sur le charme et les raccourcis. Maintenant, tout le monde voyait ce qu'il y avait derrière. Rachel, elle, a d'abord gardé le silence. Puis, soudainement, plus du tout. Elle a publié une longue vidéo, en larmes, sur Instagram. Éclairage doux, voix tremblante, tout était parfaitement calibré. Elle parlait de trahison, de traumatisme non guéri, et de vérités multiples. Du grand théâtre, et les commentaires ne s'y sont pas trompés. Tu as menti à tout le monde. Encore à blâmer celui que tu as piégé. Voilà à quoi ressemble une crise de narcissique. La vidéo a disparu en moins de 12 heures. Mais les captures d'écran, elles, sont éternelles. Moi, je suis resté silencieux. Pas d'interview. Pas de message. Je ne me suis même pas reconnecté à LinkedIn. Trevor me transmettait les titres, les rumeurs internes, la panique discrète qui gagnait les étages dirigeants de Crossley. Un jeune associé lui a même écrit en privé, dit à la personne qui a écrit cet article, « Merci ». Certains d'entre nous attendaient que quelqu'un ait le courage de le dire. Mais ce n'était pas entièrement satisfaisant. Il y a eu des soirs où je restais assis dans le noir, à me demander, et maintenant? J'avais gagné. Sur le papier, du moins. Mais la revanche ne rend pas ce qu'on t'a pris. Je me réveillais encore parfois le cœur battant, persuadé d'avoir loupé un appel ou raté un dossier. Je me méfiais encore avant de faire confiance. Mon monde avait été fissuré, et aucune justice ne pouvait le recoller comme avant. Puis une lettre est arrivée. Manuscrite, d'une écriture soignée. Un nom que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. La mère de Rachel. Elle n'avait jamais aimé les textos ou les emails. Mais elle avait toujours été gentille avec moi, même quand Rachel commençait à s'éloigner. 2 pages. Elle disait avoir lu l'article, en avoir parlé avec son mari, et confronté directement Rachel. « Je ne sais pas si tu me croiras », écrivait-elle, mais je te jure que je n'avais aucune idée de ce qu'elle et Adam t'ont fait. Et si j'avais su, je l'aurais arrêté. Elle expliquait avoir coupé tout contact avec Rachel jusqu'à nouvel ordre. Que toute leur famille était sous le choc pas seulement à cause de la honte, mais parce qu'ils avaient soutenu, sans poser de questions, une fille qui avait trahi un homme bien, juste pour une poussée d'adrénaline et un soupçon d'ambition. Puis le dernier paragraphe. Si un jour tu veux venir, notre porte est ouverte. Sans attente.
Sans justification. Juste un café, et quelqu'un qui se souvient de qui tu es vraiment. Je l'ai lu 3 fois. Plié avec soin. Rangé dans un tiroir. Ce soir-là, je suis sorti dans le froid. La neige tombait doucement sur les arbres. Et pour la première fois depuis le début de tout ça, j'ai laissé une question me traverser, une question que je n'avais jamais osé me poser jusque-là. Est-ce que c'était enfin terminé? Pas le scandale. Il disparaîtrait. Pas les gros titres. Il serait remplacé. Mais cette chose en moi, cette rage sourde, cette voix qui cherchait désespérément à être entendue, peut-être qu'elle, enfin, s'était tue. Peut-être que la paix, ce n'est pas le pardon. Peut-être que la paix, c'est juste de ne plus avoir besoin d'être compris. La paix n'a pas duré. 2 semaines après la lettre de la mère de Rachel, quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. Ici, les voisins ne se déplacent que pour du sérieux. Un arbre tombé, une coupure de courant, un ours dans les poubelles. Mais ce n'était pas un voisin. C'était Rachel. Elle se tenait sur le perron, trempée jusqu'aux os sous son manteau en laine, les cheveux tirés en arrière, les traits tirés. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Je suis resté figé. Mon chien a grogné doucement, derrière la porte. « Je peux te parler ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Pas bougé. « S'il te plaît. » À contre-cœur, je suis sorti. J'ai fermé la porte derrière moi. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement mais vidée de l'intérieur. Comme si tout s'était écroulé en elle. Elle a jeté un œil au bois. « T'as vraiment disparu. » C'était le but, j'ai répondu. Silence. Le vent dans les pins. Le bois des marches qui craque sous nos pieds. Puis elle a lâché, Adam me poursuit en justice. J'ai cligné des yeux. Pardon? Elle a hoché la tête. Diffamation. Il dit que c'est moi qui ai balancé l'histoire au blog. Que je l'ai trahi. J'ai laissé échapper un rire. Tiens donc. Ça me rappelle quelque chose. Elle n'a pas souri. Je n'étais pas au courant. Je n'ai rien envoyé. Mais maintenant, il raconte partout que je l'ai piégé. Que je l'ai manipulé. J'ai secoué la tête. Il m'a trahi. Tu l'as aidé. Qu'est-ce que tu veux maintenant, Rachel? Ses yeux se sont remplis, mais aucune larme n'a coulé. Il n'y a pas de plan. J'ai tout perdu, moi aussi. Mon boulot. Ma réputation. Ma famille me parle à peine. Et Adam, il devient dangereux. Tu crois que ça va s'arrêter à une plainte? Il perd pied. J'ai croisé les bras. Pourquoi tu me racontes ça? Elle a détourné le regard. Parce que je pense qu'il va s'en prendre à toi. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain, ça a commencé. Des emails anonymes. Des appels masqués. Des comptes sur les réseaux sociaux publiant d'anciennes photos de Rachel et moi sorties de leur contexte, avec des légendes insidieuses. Que s'est-il vraiment passé entre eux? Une version trop lisse de l'histoire? Pourquoi a-t-il disparu un an? Rien de viral. Mais constant. Et quelqu'un payait pour booster leur visibilité. J'ai tout transféré à Trevor, qui a fait suivre au service cybersécurité du cabinet. L'un des comptes a été tracé jusqu'à une agence de communication basée à New York, spécialisée dans la réhabilitation d'images après scandale. Devinez qui l'avait engagé? Adam. Ce n'était pas pour sauver son image. C'était pour effacer la mienne encore une fois. Cette fois, je n'ai pas attendu. On l'a poursuivi. Diffamation. Harcèlement. Représailles. Mais cette fois, j'avais des alliés. Des avocats. Des preuves. Un dossier public de manipulation. Adam a tenté de jouer la victime. Son avocat a parlé de stress, de toxicité mutuelle. Mais Rachel, cette fois, a témoigné. Officiellement. Elle a fourni des textos, des notes vocales, même une capture d'écran d'un mail où Adam détaillait son plan pour réécrire le récit. Quand le juge l'a lu à haute voix dans la salle, l'avocat d'Adam a demandé une suspension d'audience. C'était fini. Le tribunal l'a condamné à publier une rétractation officielle et à me verser des dommages et intérêts. Sa réputation, déjà en miettes, s'est complètement effondrée. Mais je n'ai pas jubilé.
Je n'ai même pas assisté à l'audience finale. J'étais déjà parti. J'avais réservé un vol pour l'Ouest. Laissé ma cabane, mon boulot, même mon chien confié à un ami de confiance, juste pour un moment. J'avais besoin d'espace. Pas pour fuir. Pour lâcher prise. Parce que la revanche, c'était terminé. Mais la guérison, elle ne faisait que commencer. L'Ouest m'a offert quelque chose que les n'auraient jamais pu me donner. Le silence. J'avais loué une petite maison en dehors de Sedona, en Arizona. L'air sec du désert. Un ciel immense. Zéro réseau dans la plupart des endroits. J'ai laissé mon ordinateur dans sa housse. Coupé toutes les notifications. Je marchais pendant des heures, sans but. Et petit à petit, la colère a desserré ses griffes dans ma poitrine. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je ne vivais pas en réaction à quelque chose. Je respirais. Juste ça. Mais la guérison, ce n'est pas une ligne droite. Un après-midi, en passant devant une librairie coincée dans une ruelle de pierre rouge, je me suis arrêté sans trop savoir pourquoi. À l'intérieur, une autrice locale donnait une conférence à cinquantaine, calme, regard perçant. Elle parlait de perte, de trahison, de recommencement. Et puis elle a lâché cette phrase que je n'oublierai jamais. La fermeture, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est quelque chose qu'on choisit. Cette phrase m'a percuté plus violemment que tout ce qu'Adam, Rachel ou les tribunaux avaient pu me balancer. Parce que j'avais couru après la justice comme si ça allait réparer quelque chose. Comme si prouver la vérité allait ramener tout ce que j'avais perdu. Mais la vérité ne rembobine pas le temps. Elle n'efface pas la douleur. Elle ne garantit rien. Elle est là. C'est tout. Et maintenant que tout avait été exposé, chaque mensonge, chaque coup bas, chaque victoire légale, je restais debout, au milieu des ruines d'une vie qui n'existait plus. J'ai acheté son livre. Je l'ai dévoré en une nuit. À la dernière page, il y avait cette phrase. On n'a pas besoin de pardonner pour être libre. Il suffit d'arrêter de porter. C'est là que j'ai su ce que je devais faire. 3 semaines plus tard, j'ai pris un vol pour rentrer à l'Est. Pas pour retourner à la cabane. Pas pour revoir l'appart. Je suis allé au cimetière. Ça peut sembler bizarre, mais il y avait une chose que j'avais fui depuis le début, la tombe de mon père. Il était mort 2 ans avant que tout ça commence. Une crise cardiaque. Brutale. Inattendue. On ne s'était pas parlé depuis des mois. Je comptais le rappeler, un jour. Lui expliquer. Mais je ne l'ai jamais fait. Et il est parti. Il n'a jamais rencontré Rachel. Il ne m'a jamais vu me marier. Il n'a jamais su qui je suis devenu. Je me suis tenu devant sa pierre tombale, entouré d'herbes gelées et d'un silence sec et coupant. Et j'ai tout lâché. Sur la trahison. Les mensonges. La douleur. Et sur cette obsession de revanche qui m'avait guidé trop longtemps. J'ai laissé un mot sur sa tombe. J'arrête de courir après les fantômes. Il est temps de vivre. Après ça, tout est allé vite. J'ai refusé les nouvelles offres de cabinet de conseil. J'ai vendu mes dernières parts dans la société immobilière que j'avais cofondée. Avec cet argent, j'ai lancé quelque chose de petit, une agence de mentorat pour pros épuisés qui veulent tout recommencer. Les gens sont venus. Discrètement d'abord. Puis en nombre. Des hommes et des femmes qu'on avait poussés dehors, salis, broyés. Des gens comme moi. Ce n'était pas juste du boulot. C'était une réparation en mouvement. Et puis, sans prévenir, Rachel m'a écrit une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle partait vivre à l'étranger. Qu'elle allait tout reprendre à zéro, quelque part en Europe. Qu'elle ne demandait pas de pardon, juste un peu de compréhension. Et que quoi qu'il arrive, elle regretterait toujours d'avoir contribué à détruire un homme pour construire une vie, qu'elle avait perdue de toute façon. Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance. Mais parce que certaines choses ne méritent plus d'être rouvertes. Elles méritent d'être lâchées. Et pendant que je me tenais dans ce nouveau local mur nu, meuble d'occasion, tableau blanc rempli de projets, j'ai compris une chose. Ce n'était pas un retour. C'était un nouveau départ. Une vie sans ombre. Une vie que j'avais bâtie de mes propres mains. Sans mensonge. Sans fantôme. Sans Adam. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai disparu. Le monde, lui,
ne s'est pas arrêté. Mon ancien cabinet a continué son chemin. Rachel et Adam ont disparu des radars, comme toutes les histoires qui finissent par s'effacer. Mais moi, je n'avais plus besoin de faire la une. J'avais quelque chose de bien plus rare. J'avais la paix. L'agence de mentorat a décollé plus vite que prévu. Je n'ai pas fait de pub. Je n'ai pas cherché les clients. J'ai construit petit à petit, pierre après pierre, personne après personne. Et ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas le nombre de gens qui voulaient repartir à zéro, mais le nombre de ceux qui saignaient encore en silence, à cause de trahisons comme la mienne. Ce n'était pas toujours spectaculaire. Parfois, c'était une promotion volée. Un mariage rongé lentement par le mensonge. Un associé qui disait rien de personnel avant de vous pousser dehors. Mais la douleur? La confusion? L'impression que le monde s'est retourné d'un coup? Ça, c'était toujours pareil. Je suis devenu un guide. Pas parce que j'avais toutes les réponses. Mais parce que moi, j'étais descendu tout en bas. Et je connaissais le chemin pour remonter. Et quelque part dans tout ça, la vie est revenue. Doucement. Différemment. Le chien que j'avais laissé chez mon ami est redevenu mon compagnon. Plus vieux, plus calme, tout comme moi. J'ai acheté une maison dans une ville que personne de mon passé ne pourrait retrouver. Une vraie maison. Pas un appart meublé par quelqu'un d'autre. Pas une cabane pour fuir. La mienne. Et un soir, assis sur le porche, le chien couché à mes pieds, le vent jouant dans les hautes herbes, j'ai reçu une lettre. C'était le père d'Adam. Courte. Juste quelques lignes. J'ai élevé un fils que je ne reconnais plus. Je t'ai dit un jour, en plaisantant à moitié, qu'Adam finirait par séduire le monde. Je n'aurais jamais cru qu'il essaierait de l'écraser. Tu ne méritais pas ce qu'il t'a fait. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis resté longtemps avec cette lettre entre les mains. Pas en colère. Pas satisfait. Juste, calme. Parce qu'aujourd'hui, je sais quelque chose qu'aucun jugement, qu'aucune revanche ne m'avait jamais appris. La trahison, ce n'est pas une question de justice. C'est une question de survie. Et la guérison, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. C'est décider que ça ne dictera plus la suite. Alors voilà où j'en suis. Pas brisé. Pas amer. Reconstruit. Et si quelqu'un me demandait aujourd'hui si je voudrais revenir en arrière à changer les choses, voir les signes plus tôt, empêcher la trahison avant qu'elle ne commence? Je ne crois pas. Parce que l'homme que je suis aujourd'hui est plus fort que celui qu'ils ont essayé d'enterrer. Et le feu qu'ils ont allumé sous moi. Il a forgé de l'acier. Maintenant, à toi de répondre. Si ton meilleur ami et ton conjoint te trahissaient et tentaient de ruiner ta vie, est-ce que tu les brûlerais à ton tour? Ou est-ce que tu apprendrais à renaître des cendres?